Des corbeaux. Chapitre 16. Enquête. Hugo. Samedi 12 août 1944. Enfin, je suis de retour à Chamonix. Demain, Lucie reviendra de Valorcine. Je veux lui faire la surprise, même si nos retrouvailles seront courtes à cause des événements. J'ai eu l'autorisation de disposer d'un véhicule. Jewe avait eu vent de l'estime dans laquelle Knochen me tient. Je n'avais donc pas eu à plaider ma cause longtemps. Après avoir déposé mon bagage léger dans le chalet, je me rends au Majestic. Gustave est justement à l'accueil lorsqu'il me voit arriver. Je lui donne une accolade sans remarquer la pâleur extrême de mon ami médecin. Ce n'est qu'en le relâchant que je constate sa mine défaite. « Eh bien, Gustave, cache ta joie de me revoir ?» Celui-ci reste toujours mutique, les yeux de plus en plus brillants. Cette attitude ne correspond pas au Gustave que je connais, toujours plein d'entrain. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ?» Le médecin baisse la tête, toujours muet. Puis il se lance, la voix tremblante. « Hugo, je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. »« De quoi parles-tu » criai-je soudain inquiet. « Lucie a été arrêtée. Je ne savais pas où te joindre exactement. » Je me sens blêmir. « Lucie, arrêtée ?» répétai-je. « Quand ?»« Le 25 juillet, à la gare. Je ne l'ai su que le surlendemain par Mathilde, qui elle-même l'avait appris par le père de Lucie. Des gens de Valorcine qui prenaient le même train que Lucie avaient été témoins de son arrestation et étaient venus l'avertir. »« Arrêté par qui ?»« Par des hommes de la Gestapo, mais pas ceux d'ici. Monsieur de Villa est allé au commissariat pour signaler la disparition de sa fille, et la police française a mené son enquête. Pourtant, c'était bien une voiture de la Gestapo. Mais Lucie n'a été ni interrogée, ni incarcérée ici, à Chamonix. Elle s'est comme évaporée. Non, ça c'est impossible, il doit y avoir des traces quelque part. Mon cerveau mouline à toute vitesse. Il ne s'agit pas d'une voiture de la milice, mais de la Gestapo. Les possibilités sont donc restreintes. J'en vois surtout 3. Annemasse, Annecy ou Lyon. Le problème est qu'il y a un ordre de repli pour les services de police du KDS de Lyon, et je dois suivre le mouvement sous peine d'être considéré comme déserteur, auquel cas je ne pourrai plus rien faire pour Lucie. Je dispose donc de peu de temps. Si tu savais comme je m'en veux, Hugo, continue le malheureux Gustave. Tu ne pouvais pas savoir, répliquai-je d'un ton morne. Je vais aller voir Mathilde pour entendre ce qu'elle peut me dire, et je vais repartir dès ce soir. Surtout, Gustave, quand les FFI ou les Alliés viendront libérer Chamonix, pas de bravade. De toute façon, je pense que le commandement qui s'est replié au Majestic ne va pas faire de zèle. Tu oublies que je suis médecin, Hugo, et que je n'ai jamais voulu me battre pour ce cinglé de Führer. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Sois prudent quand même. Rassure-toi, je ne prendrai pas de risque pour lui non plus. Et, crois-le ou non, beaucoup sont en train de retourner leur veste. J'étais en effet arrivé à Paris juste après l'attentat raté contre Hitler du 20 juillet. Et si la bombe déposée par le colonel Klaus von Stauffenberg dans une des salles de la Wolfschanze avait bien explosé, Hitler n'avait été que légèrement blessé. Mais la bombe n'était que la première phase. Cependant, l'incertitude sur le sort du Führer et la préparation insuffisante des conjurés avaient retardé le lancement du coup d'État prévu, que les partisans du dictateur avaient donc fait échouer. D'autant que ce coup d'État n'avait reçu quasiment aucun soutien de la part de la population civile ou de l'immense majorité des militaires. Si le général Feldgiebel, le chef des communications aux forces armées, avait réussi à couper toutes les communications de la tanière du loup, les partisans de Hitler n'auraient pu savoir que le Führer était toujours en vie. Malheureusement, il avait échoué dans sa mission à couper les communications à travers l'Allemagne, notamment entre Rastenburg et Berlin. Dans la capitale, les conspirateurs avaient été divisés sur la marche à suivre, car le message de Feldgiebel avait été brouillé, et il n'était pas certain non plus que la bombe avait tué Hitler. Stauffenberg s'était joint à une réunion au ministère de la Guerre, et finalement, des ordres avaient été envoyés aux autres villes pour que l'opération Valkyrie se poursuive. Mais sans la certitude de la mort de Hitler, personne n'avait mis sérieusement le plan à exécution, sauf à Paris. Là, le général Schultnagel
commandant militaire de la France occupée, faisant partie des conjurés, avait prévu de faire arrêter 1 millier d'officiers de la SS et de la Gestapo, dont Karl Oberg, le chef de la SS pour la France, et Helmut Knochen, vers 23 heures. Malgré les instructions au sens contraire de Klug, qui l'avait relevé de son commandement peu avant 23 heures, il avait mis son plan à l'œuvre, allant jusqu'à prévoir des exécutions à l'école militaire. Oberg et Knochen avaient donc été arrêtés vers 20 heures par le général Walter Bremer, à la tête de la 325e Sicherungsdivision. Mais ils avaient été libérés à 22h30 après l'annonce de l'échec de l'attentat. La répression qui avait suivi avait été particulièrement sévère. Feldgebel avait bien sûr été arrêté. Son supérieur, le général Ludwig Beck, dont il était un proche, avait reçu l'ordre de se suicider, pendant que son successeur, Franz Halder, était arrêté, bien que n'ayant aucune implication dans l'attentat. Cependant, comme les deux autres, il était membre du groupe de résistants Schwarze Kapelle, un groupe que la Gestapo tenait pour responsable du complot. Des centaines d'arrestations avaient eu lieu un peu partout dans le Reich entre le jour de l'attentat et le début août. Hitler avait insisté pour que toute personne liée, de près ou de loin, au complot soit arrêtée, interrogée et, dans de nombreux cas, exécutée. De nombreux membres de l'Orchestre Noir avaient imprudemment utilisé des lignes téléphoniques non sécurisées, consigné des conversations dans des journaux intimes et conservé des registres de noms et d'adresses concernant le groupe, et même une liste des personnes devant occuper tel ou tel poste au sein du futur gouvernement. La plupart avaient donc été arrêtés assez facilement, d'autant plus que la Gestapo avait infiltré les différents groupes de conspirateurs bien avant le déclenchement de l'opération. Même les enfants des conspirateurs avaient été arrêtés. L'amiral Canaris, prévoyant, avait mis sa femme et ses enfants à l'abri en Suisse. Parmi les conjurés figuraient des personnalités que je connaissais et appréciais. Hans Oster, déjà démis de son poste dans l'Abwehr, avait été arrêté par la Gestapo dès le 21 juillet. L'amiral Canaris avait lui aussi été arrêté à son domicile le 29 juillet par Schellenberg, qui lui avait proposé un délai d'1 heure pour régler ses affaires, c'est-à-dire se suicider. L'amiral avait refusé et avait pris le temps de se laver et de se raser avant d'être embarqué. Quant à Hans-Bernd Gisevius, proche de Canaris, il avait réussi à fuir en avion vers la Suisse, mais sa femme Anneliese restait en Allemagne et son cousin germain, le major Schatz, un nazi convaincu, avait été arrêté. Un certain nombre de conspirateurs avaient été exécutés rapidement. D'autres allaient passer en jugement. Plusieurs dizaines de participants au complot avaient déjà été jugés par le tribunal du peuple, présidé par Roland Freisler, et condamnés à mort. Dans le premier groupe à passer en jugement, il y avait le général von Witzleben, dont les idées anti-nazies étaient connues. Condamné à mort au lieu d'être fusillé, il avait été pendu sur ordre de Hitler. D'autres allaient certainement suivre. Les journaux résistants français avaient évoqué l'attentat, mais sans faire référence aux résistants allemands au nazisme, ne parlant que d'une stricte opération militaire montée par des officiers. Ils ignoraient tous les contours politiques que j'imaginais, sans en avoir une connaissance précise. Un projet de constitution et une nouvelle équipe gouvernementale avec l'implication de nombreux résistants de la société civile. En revanche, les journaux avaient bien évoqué l'arrestation des SS par le général Karl Heinrich von Stülpnagel, chef du haut commandement militaire en France à Paris, théâtre d'une conjuration réussie ce fameux 20 juillet. L'attentat avait semé le trouble dans le gros des troupes allemandes. Depuis les échecs en Russie, la perspective d'une défaite allemande était plus que probable, et l'idée faisait son chemin dans les esprits des soldats, qui n'étaient pas tous des nazis convaincus. Pour certains officiers supérieurs, il était essentiel de mettre fin au totalitarisme nazi pour négocier une issue acceptable avec les Alliés. Mais l'attentat raté avait rendu les choses encore plus difficiles pour ceux qui prônaient cette solution. Le totalitarisme s'était encore renforcé avec une armée, pourtant l'un des rares espaces de dissidence possibles, qui devait se mettre au pas, et un endoctrinement politique encore jamais égalé sous l'égide de Himmler et Goebbels. Car les rôles de ces deux derniers, ainsi que celui de Bormann, avaient été accrus au sein du régime. Quant à Hitler, il était devenu encore plus méfiant à l'égard du corps des officiers de la Wehrmacht au profit de ceux de la Waffen-SS. C'était donc dans une ambiance particulière que j'avais débarqué à Paris le 24 juillet. S'ajoutait à l'atmosphère délétère dans les différents services des forces d'occupation
celle fiévreuse de la ville de Paris. Les Parisiens, abattus, affamés, étaient suspendus à leur poste de radio, qui ne fonctionnait qu'1 heure le soir, faute d'électricité, suivant avec impatience l'avancée des Alliés en Normandie. Ne supportant plus les humiliations, ils avaient surtout commencé à relever la tête et à s'exprimer, puisque le 14 juillet, dans la région parisienne, 100 000 personnes avaient manifesté, sans que la police intervienne. Le comité parisien de libération poussait les résistants à toujours plus d'audace. Les nouvelles du meurtre par la milice de Georges Mandel, après celui de Jean Zay en juin, ainsi que les massacres de Tulle et d'Oradour par les troupes SS, étaient parvenus aux oreilles des Parisiens malgré la censure. C'était pour venger un de ses amis résistants et les morts d'Oradour qu'une résistante communiste de 19 ans était passée à l'acte le 23 juillet, en abattant un officier allemand sur le pont de Solferino, avant d'être arrêté, torturé, emprisonné. Les militaires allemands ne se promenant plus seuls la nuit, c'était donc en plein jour qu'elle avait agi. Ce geste montrait aux Parisiens que si une femme pouvait tuer des Allemands, le peuple pouvait se soulever. La percée d'Avranches, le 1er août, avait marqué une accélération des mouvements des Alliés, qui depuis 2 mois faisaient face à une résistance très dure de la part de l'armée allemande. À partir de ce moment, les Parisiens, informés par la radio, avaient senti que la supériorité des Alliés était écrasante. Dans les villes et les villages qu'ils libéraient, les Anglo-Américains étaient accueillis en héros, et les habitants n'hésitaient pas à leur donner toutes les informations dont ils disposaient pour leur faciliter la tâche. Chaque libération envoyait un signal positif aux habitants de la capitale. Peu avant mon départ, le 10 août, les cheminots s'y étaient mis en grève, suivis par le métro. Nul doute que d'autres services allaient suivre. Cela sentait l'insurrection à plein nez. C'est en repensant à tous ces événements que je me rends à la boutique de Mathilde, qui, comme Gustave, pâlit en me voyant. Mais elle se rend vite compte, à ma mine sombre, que je sais déjà. Elle me fait passer dans l'arrière-boutique pour plus de tranquillité. Je n'apprends pas grand-chose de plus que ce que m'a dit mon ami médecin, à part que Lucie se languissait de moi après mon départ et que la couturière la poussait à s'alimenter correctement. Elle me révèle qu'elle l'avait accompagnée à la gare le jour de son arrestation, sans savoir ce qui allait se passer. Elle l'avait quittée devant le bâtiment et n'avait rien remarqué de particulier. Je suis vraiment abattue, mais j'ai l'intention de reprendre l'enquête. Je lui annonce que je vais passer à Annemasse avant de rentrer à Annecy. Au besoin, j'irai jusqu'à Lyon si les services de la Gestapo n'ont pas déjà quitté la capitale des Gaules. Je conviens avec elle que si je parviens à avoir des informations, je passerai par le Vatican qui transmettra à l'abbé Payot. Un courrier du Vatican à un prêtre n'étonnerait personne, que ce soit du côté allemand ou du côté français. Cela me semblait pour l'instant le moyen le plus sûr. Je reprends le chemin du chalet, la mort dans l'âme, récupère ma valise et prends la route pour Annemasse. Je mets 2h30 pour rallier l'hôtel Pax, avenue de la Gare. Là-bas, personne n'avait arrêté de jeune femme au nom de Lucie de Villa. Il n'y avait aucune trace d'un interrogatoire ou de son nom dans le registre d'écrou. Je remonte donc en voiture en direction d'Annecy. Yves est surpris de me revoir si tôt, et je l'informe que j'ai un rapport important à rédiger, que je vais travailler tard. Je n'ai pas croisé grand monde dans les bureaux, à part l'Obersturmführer Kempfert et l'Oberscharführer Müller. Seul, dans le bureau, je fouille les dossiers à partir de la date du 24 juillet. J'ai beau chercher, il n'y a rien sur un éventuel passage de Lucie. Pourtant, un détail me frappe, sur une liste de détenus qui a été envoyée à Lyon, à la prison de Montluc, le 26 juillet. Sur cette liste, il y a 11 noms. Mais j'ai lu sur un courrier que 12 personnes y ont été envoyées. Il manque donc un nom. Se pourrait-il que ce nom soit justement celui de Lucie? Et pourquoi n'ai-je rien trouvé à ce sujet? Je n'ai plus le choix. Je dois contacter Lyon. Cependant, j'élimine l'idée de téléphoner là-bas. Ma conversation peut être écoutée. Finalement, je décide de me déplacer. Mes recherches doivent pour l'instant rester secrètes. Car s'il manque un dossier, c'est que quelqu'un l'a dissimulé ou détruit. Et ce quelqu'un ne peut être qu'un agent de la Villa Schmidt. Hugo, dimanche 13 août 1944. Je m'assoupis pendant 2 bonnes heures et pars vers 4 heures du matin. Un dimanche, tout le monde pensera à une simple balade dominicale dans les environs.
Un peu après 8 heures du matin, je suis à Lyon, devant l'hôtel Terminus, siège de la Gestapo. Je me suis changé en route pour revêtir mon uniforme. Apparemment, l'activité n'y faiblit pas. Je demande à voir August Moritz ou Werner Knapp. Exhibant un ordre de mission signé de la main de Helmut Knochen, auquel le soldat SS à l'accueil jette un œil rapide. Finalement, travailler pour ce dernier m'est utile aujourd'hui. Je sais désormais parfaitement imiter sa signature, ainsi que celle d'Auberg. Et avant de quitter Paris, je me suis muni de papiers en tête du Befehlshaber der Sicherheitspolizei dûment tamponné. Je suis reçu par August Moritz et lui fais part de mon enquête sur une certaine Lucie de Villa. Le SS Obersturmführer appelle un de ses subalternes et lui demande de faire les recherches nécessaires pour moi. Le sous-officier recherche dans les dossiers et retrouve rapidement la fiche de Lucie, qui précise qu'elle avait été arrêtée le 25 juillet en gare de Chamonix par des agents d'Annecy pour prostitution clandestine, ce qui me fait écarquiller les yeux. Elle avait été amenée à la prison de Montluc le 26 juillet avec 11 autres détenus politiques et enregistrée comme telle. Une mention résistante avait été ensuite ajoutée sur sa fiche. Il était aussi précisé qu'elle avait été interrogée place Bellecour le jeudi 3 août sans avouer quoi que ce soit. Elle avait fait partie d'un transport, le 11 août, qui avait quitté la gare de Perrache en début d'après-midi, initialement pour le fort de Romainville. Le rythme de mon cœur accélère au fur et à mesure que j'assimile les informations. Lucie avait passé la nuit à Annecy. Elle avait donc dû y être interrogée. Je dois absolument savoir par qui. En attendant, ma Lucie est certainement arrivée au fort de Romainville après avoir été emprisonnée à Montluc. Dieu sait dans quelles conditions. Elle a peut-être été torturée. La seule chose que je sais, c'est qu'elle est encore en vie et destinée à être déportée. Combien de temps résistera-t-elle ? Je feins l'indifférence, annonçant à mon interlocuteur que cette affaire est donc classée, puisque la jeune femme avait été arrêtée et allait être déportée. Mais en sortant du siège de la Gestapo lyonnaise, j'ai envie de vomir. Je m'arrête après Rieux-la-Pape pour ôter cet uniforme que j'abhorre et me remets en civil. Je reprends la route d'Annecy comme un automate. J'arrive à destination au début d'après-midi, vers 14 heures, et me dirige vers Sevrier. Là, je m'assieds au bord du lac, comme je l'avais souvent fait avec Lucie. La plupart des pêcheurs sont déjà rentrés depuis longtemps, mais il reste 3 ou 4 barques dont les passagers doivent encore guetter le ferrat. Certains espèrent peut-être attraper un noble chevalier, mais ce poisson se pêche le plus souvent à la traîne. Il faut être chanceux pour en attraper un à l'arrêt. Et puis, les meilleures prises se font au lever du jour. Je vois de l'autre côté du lac le château de Menton, sur son éperon rocheux, avec ses tourelles fines et pointues, adjointes au bâtiment principal, sa haute enceinte percée de meurtrières et ses courtines qui la relient au donjon. Ce dernier regarde vers le passage de la vallée des Aravis. Pour moi, ce château a des allures de château de conte de fées et me rappelle un peu celui de Neuschwanstein dans ma Bavière natale. Les hautes tours m'évoquent les contes de Grimm, qui ont bercé mon enfance tout autant que les contes de Perrault, ces histoires de princes et de princesses. Mais ma princesse à moi, où est-elle ? Elle me manque affreusement. Mais je songe que moi, je ne suis pas à plaindre. La situation de Lucie est bien plus préoccupante. Je m'ébroue. J'ai encore du pain sur la planche. Si Lucie est à Romainville, cela veut dire qu'à plus ou moins brève échéance, elle va être déportée, vraisemblablement vers Ravensbrück. Je dois trouver une solution qui me permette d'accéder au camp de concentration. Pour le moment, je dépends toujours du KDS de Lyon. Mais bientôt, tous les services de la CIPO-SD vont se replier vers l'Est. Les cartes vont être rebattues. La seule voie raisonnable est de me rapprocher de Berlin. L'inspection des camps est subordonnée au SD et à la Gestapo pour la détermination des internés dans les camps et des libérations. Mais le fonctionnement intérieur des camps est du seul ressort de l'IKL, division D de l'Amt 4, dirigée par le SS-Gruppenführer et Generalleutnant de la Waffen-SS Richard Glücks. Un pur administratif et un bureaucrate, responsable direct du travail forcé des déportés. C'est également de son autorité que relèvent les expériences médicales,
menée par des médecins nazis sur les détenus des camps et la mise en place de la solution finale. Toutefois, ce type était incapable de comprendre les conséquences de ses ordres, et il ne devait son accès à cette haute position et son maintien à celle-ci qu'à la protection de son prédécesseur, Theodor Eicke, et Oswald Pohl, le directeur du VVHA, qui organisait le travail forcé et l'exploitation des biens des déportés dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis, et dont dépendait aussi l'IKL. Bref, je n'ai aucune envie de dépendre d'un tel personnage. De toute façon, apparemment, l'administration des camps de concentration vient d'être retirée à Pohl et confiée au ministère de l'Armement dirigé par Albert Speer. Pohl reste chargé de l'administration de la Waffen-SS. Il faut donc se rapprocher de Himmler. Ce qui ne me réjouit pas plus, via un personnage auquel ce dernier se fie. Je sais que le Reichsführer a confiance en Walter Schellenberg, le responsable du ST-Ausland, et en son médecin, Felix Kersten. Walter Schellenberg semble la moins mauvaise solution, car je ne vois pas comment approcher Kersten. Celui-ci, médecin en thérapie manuelle, et le seul à soulager Himmler de ses douleurs par ses massages, est un citoyen et officier de réserve finlandais, et ses compétences sont reconnues dans une bonne partie de l'Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie et en Autriche. Sa clientèle d'aristocrates et d'industriels lui permet par ailleurs de traiter à peu de frais ou sans se faire rémunérer des patients désargentés. Le général néerlandais Willem Reul l'avait incité avant le déclenchement de la guerre, à travers son activité de médecin en contact avec la haute société berlinoise, à se rapprocher des hauts dignitaires nazis afin de renseigner les Pays-Bas. Avec la guerre, sa situation était devenue complexe. Aux Pays-Bas, les autorités allemandes lui en voulaient, car elle soignait la famille de la reine Wilhelmine. La Finlande lui fermait ses portes, car elle lui demandait d'espionner Himmler. Finalement, en Allemagne, il avait été assigné à demeure et avait dû accompagner le Reichsführer à bord d'un train spécial qui se déplaçait vers le front français. Mais, étant le seul à soulager Himmler lors de ses crises aiguës, son patient lui vouait aussi une grande reconnaissance, que le médecin mettait à profit pour faire libérer des prisonniers des camps de concentration. Brandt, le secrétaire particulier de Himmler, lui était aussi d'une aide particulière. Schellenberg lui-même avait pris le parti du médecin, qui avait osé soigner des Juifs en 1941 contre la Gestapo, face à Heydrich et à Kaltenbrunner. Le médecin était donc influent, sans être un nazi, et ses interventions en faveur de très nombreux prisonniers plaidaient pour lui. J'avais su me faire remarquer par Knoren et Oberg, qui avaient déjà fait leur rapport en haut lieu. J'avais moi-même rédigé des rapports, notamment sur les contacts entre Karl Oberg et l'ancien président de la Confédération helvétique Jean-Marie Musi, au sujet de la libération de Juifs. Ce même Musi était en relation avec Schellenberg. Le Suisse n'agissait pas seulement par bonté d'âme, probablement aussi pour se réhabiliter de ses sympathies fascistes. En outre, l'association d'aide aux réfugiés juifs à l'étranger lui octroyait la somme de 60 000 francs suisses pour ses déplacements en Allemagne. Il était aussi couvert par une assurance vie à cette occasion. À Berne, Schellenberg était aussi en relation avec le chef du renseignement helvétique, Roger Masson, dont il espérait l'appui pour négocier avec les Alliés. Je n'ignore pas que le chef de l'Amt 6 avait depuis longtemps renoncé à l'espoir d'une victoire totale du Reich sur les Alliés. Il avait même obtenu de Himmler l'autorisation de prendre les contacts utiles en toute discrétion et avec l'appui de Kersten, qui avait mobilisé ses réseaux. Il avait pu approcher l'agent américain Abraham Stephen Hewitt afin de discuter des projets de paix avec les États-Unis. Jusque-là, aucune de ces manœuvres n'avait porté leurs fruits, mais il restait des contacts. La clé de voûte était donc Schellenberg, proche de Himmler, et toutes ces relations pourraient m'être utiles à un moment ou à un autre. J'ai une connaissance approfondie de tous les dossiers que j'ai traités, et compte bien m'appuyer là-dessus pour postuler comme secrétaire auprès de Schellenberg. Ce dernier, réputé être un bourreau de travail, pourrait constater que j'en suis un, moi aussi, et je saurais manœuvrer en toute discrétion pour retrouver et faire libérer Lucie. Regonflé à bloc par ce projet, je reviens au Soldatenheim.
En allant dîner, je me retrouve nez à nez avec Kempfert et Müller. Alors, Steinert, tu dînes seul? Ta petite amie Lucienne n'est pas avec toi? Eh bien, non, Obersturmführer. Son métier lui laisse peu d'occasion de se reposer. C'est vrai que les infirmières ont un travail très prenant. Je reste imperturbable, mais la réponse du lieutenant n'est pas passée inaperçue. Je me demande comment il peut savoir que Lucie, alias Lucienne, est infirmière. Ni moi, ni elle ne l'avons mentionné le soir où nous l'avions rencontrée avec sa maîtresse. Je me contente donc de hocher la tête. Sans compter qu'elles doivent aussi souvent s'occuper des médecins, lance Müller, d'un ton venimeux. Tout le monde sait que les infirmières ouvrent facilement les cuisses. En effet, et j'en ai bien profité, répliquai-je en le regardant fixement, tentant de maîtriser ma rage intérieure. Je n'ai jamais aimé Caspar Müller, et Müller me le rend bien. Ces deux hommes savent manifestement quelque chose à propos de Lucie. Je n'aurai le cœur net. Je vais commencer par vérifier qui était de garde à la Villa Schmidt le soir du 25 juillet. Hugo, lundi 14 août 1944. Dès le lundi matin, je suis à l'ouvrage. Il a été facile de retrouver qui était là le soir où Lucie avait été amenée à la villa. J'ai noté 4 noms. 2 d'entre eux étaient présents ce lundi matin. Le sergent Steinbacher et le caporal Schönheiter. Lorsque je montre la photo de la jeune femme et décline son identité, le premier déclare ne pas l'avoir vue, et il a l'air sincère. En revanche, Schönheiter a l'air troublé lorsqu'il voit la photo. Alors, Schönheiter, cette jeune femme, Lucie de Villa, vous l'avez vue ce soir-là ou pas? Insistai-je en le fixant de mes yeux bleus. Le caporal transpire à grosses gouttes. Il est clair qu'il sait quelque chose. Oui, je l'ai vue, Hauptscharführer. Qui l'avait amenée? Quand je l'ai vue, elle était déjà à la cave. Il y avait Müller et l'Obersturmführer Kampf. Enfin, je veux dire Kempfert. Ce sont eux qui l'ont interrogée? J'ai posé ma question d'une voix dure, inhabituelle chez moi, qui reste toujours mesurée, mais la rage bouillonne en moi. Oui, dit le caporal d'une voix tremblante. Que lui ont-ils fait? Ils l'ont torturé? Kampf l'a giflé et frappé avec son ceinturon. Ils ne l'ont pas abîmé, Hauptscharführer Steinert. Et elle a avoué? Demandai-je sans précision sur ce que Lucie aurait pu révéler. D'ailleurs, qu'aurait-elle pu avouer? Il est vrai qu'elle aurait pu parler de mon rôle d'agent pour la résistance et les Américains. Et même, si elle l'avait fait à cause de ces brutes, je suis incapable de lui en vouloir. Mon amour pour elle est inconditionnel. De toute façon, j'ai confiance en elle. Elle ne me trahirait pas plus qu'elle trahirait le réseau de l'abbé Payot. Si elle l'avait fait, ce dernier aurait déjà été inquiété. Et moi aussi. Non, elle n'a rien dit. Elle a nié être une prostituée. Elle a juste dit que vous étiez un de ses anciens patients, qu'elle vous avait sauvé la vie lors de votre accident en janvier et que vous aviez sympathisé. Rien d'autre. C'est tout? Oui, mais Kampf ne l'a pas cru. Müller vous avez vu, elle et vous, un soir à Chamonix, en train de... Le soldat ne finit pas sa phrase. Mes yeux lancent vraisemblablement des éclairs, mais je ne fais aucun commentaire. Kampf a dit qu'il vous dirait lui-même qu'elle avait été arrêtée et envoyée en déportation. Et Müller? Il était content de vous avoir joué un tour. Il a dit que c'est lui qui aurait dû monter de grade. Schönheiter ne disait pas tout. J'en suis certain. Je laisse le caporal sur place et sors en claquant la porte. Tout ce que je veux à cet instant, c'est casser la gueule à Kempfert et Müller. Mais je vais agir comme eux. La vengeance est un plat qui se mange froid.